Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le brasage sélectif. Je suis Alexis Albrieux, directeur général de CIF. Bonjour à tous, je suis Michael Denoal, formateur à l'IFTech. Le webinaire va se dérouler en 3 étapes. Nous allons vous faire une première partie avec une partie théorique sur le brasage sélectif et ses avantages, ses bénéfices, une démonstration sur un équipement et ensuite nous ferons une session de questions-réponses. N'hésitez pas du coup à poser les questions dans le chat. Mon collègue va les collecter et nous y répondrons à la fin. Le brasage sélectif est une technologie de plus en plus incontournable dans l'industrie électronique actuelle pour le brasage des composants traversants. Elle apporte bien des avantages, notamment en termes de flexibilité et de rapidité de mise en œuvre, qui est incomparable avec le brasage à la vague traditionnel. Et par rapport à du brasage manuel, le brasage sélectif permet de meilleures cadences avec une bonne répétabilité et moins d'erreurs dues à des opérations manuelles. Et cela engendre moins de TMS, de troubles musculo-squelettiques également pour les opérateurs. Nous vous proposons donc aujourd'hui de présenter le brasage sélectif et ses spécificités par rapport au brasage à la vague traditionnelle, et nous allons vous faire une petite démonstration sur un équipement. Donc il convient de présenter le brasage sélectif et le brasage à la vague avant de parler du sujet. Donc pour le brasage à la vague, ça consiste à former une vague d'alliage en fusion et les composants traversants vont être brasés en venant mettre en contact la carte avec les composants qui dépassent. C'est l'ensemble de la carte qui va alors être en contact avec la vague d'alliage, comme on peut voir sur cette petite vidéo. Avec le brasage sélectif, on va utiliser une buse avec laquelle on va également former une vague d'alliage, mais celle-ci va être beaucoup plus petite, généralement de quelques millimètres, environ 2 à 8 mm, cela dépend de chaque application, et elle va permettre de venir braser uniquement les composants traversants aux endroits où ils se trouvent, sans mettre en contact l'intégralité de la carte avec la vague d'alliage, par opposition donc au brasage à la vague traditionnelle. Ce process va avoir beaucoup d'avantages en termes de simplicité du design et des contraintes à la mise en production. Sans parler également des avantages en termes de réduction de stress thermique, puisque l'on va venir chauffer uniquement certains composants au lieu de chauffer l'intégralité de la carte. Concrètement, le process du brasage sélectif est le suivant, celui qui est affiché à l'écran. Dans un premier temps, on va préparer les composants, c'est-à-dire les plier, les couper à la bonne hauteur et les insérer sur la carte. Une fois que la carte est prête, on va l'insérer dans l'équipement. Sur un système de brasage en ligne, on va soit l'insérer directement, soit utiliser un cadre porteur. Et sur les machines hors ligne, en général, on utilise un cadre porteur. Ce sera notre cas tout à l'heure. Une fois que la carte est dans l'équipement, en fonction des équipements, on va pouvoir avoir le contrôle des mires qui peut être optionnel, notamment si on est sur des cadres porteurs hors ligne, qui vont dans ce cas être utilisés uniquement comme détrompeurs pour s'assurer que l'opérateur ne l'a pas monté à l'envers. Ce sera obligatoire sur un process en ligne. Après ça, on a la calibration de la hauteur de la vague. C'est pareil, c'est optionnel. Il y a des équipements qui vont calibrer directement la hauteur de la vague en début de production et garder le même réglage tout au long de la série. Et des équipements qui ont un système de calibration automatique qui va permettre de venir contrôler la hauteur de la vague pour s'assurer que la vague formée est bien la même et assurer une bonne répétabilité des opérations. L'équipement qu'on verra tout à l'heure est lui bien équipé de cette option. Ensuite, on va venir fluxer, donc déposer le flux qui est indispensable au brasage, à une bonne mouillabilité de l'alliage. On va venir fluxer les composants à braser. Donc soit on est sur du fluxage de type drop jet, c'est ce que l'on aura tout à l'heure, soit par du fluxage eau trempée. Et enfin, on vient préchauffer pour activer le flux. Le préchauffage va dépendre du coup du design également de chaque carte. Et on passe enfin au brasage. Le brasage qui est nécessairement sous inertage.
c'est-à-dire qu'on va utiliser dans notre process de l'azote qui va permettre de saturer, enfin de retirer l'oxygène de l'air, être uniquement en contact avec de l'azote, ce qui va permettre d'éviter l'oxydation et pendant le process de brasage, et notamment la formation des scories. Et enfin, une fois que le brasage est terminé, on a la sortie de la carte de la production. Ce que l'on peut dire des bénéfices de ce process, c'est tout d'abord que ça permet d'éviter les erreurs de production comparé à du brasage manuel par un opérateur, donc l'erreur étant humaine. D'autre part, le brasage sélectif permet également d'assurer par l'automatisation du process une bonne répétabilité comparée à du brasage manuel. Et cela évite également les troubles musculo-squelettiques pour les opérateurs sur des opérations répétitives. Par ailleurs, le brasage sélectif permet de ne pas toujours avoir besoin d'un outillage spécifique, comme des cadres porteurs obligatoires en brasage à la vague traditionnelle ou des masques de protection en CDM pour les cartes double face qui sont très onéreux et qui doivent être adaptés au design de chaque carte. C'est parce qu'en brasage à la vague, l'ensemble de la carte passe dans la vague et il faut donc protéger les autres composants aux alentours de la vague d'alliage, ce qui ne va pas être le cas avec le brasage sélectif. Cette absence d'outillage représente des économies importantes non négligeables et offre une grande flexibilité pour la mise en production. Et en parlant donc de flexibilité, il est possible de préparer des programmes hors ligne, ce qui est également non négligeable pour réduire le temps d'arrêt de l'équipement et la rapidité de mise en production. On dispose également de différentes buses qui permettent de s'adapter à chaque carte avec différents diamètres, voire même différentes formes, ce qui offre plus de possibilités de design au niveau de la conception des cartes, bien qu'il y ait quelques règles à respecter, notamment des espaces libres autour des composants à braser, à respecter. Il est en plus possible d'utiliser des réglages différents sur une même carte pour chaque composant, comme par exemple la vitesse de brasage, ce qui se révèle particulièrement efficace, voire indispensable pour des cartes très complexes et des applications très exigeantes, comme par exemple l'électronique de puissance, qui est une application pour laquelle nous avons d'ailleurs récemment rédigé un article dont nous vous mettons le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. D'un point de vue économique, par ailleurs, le temps de chauffe est plus rapide qu'une vague en ligne en raison de la capacité des pots de soudure qui sont plus petits, ce qui permet de démarrer la production plus rapidement puisque le pot arrive plus rapidement à température, et donc de réduire la consommation d'énergie. On a également une consommation d'azote qui est moins importante du coup, puisque la vague formée est plus petite et du coup le volume à inerter est moins important. Et on a donc également moins de pertes d'alliage également, puisque moins de formation de scories, les scories qui sont ces petits résidus qui se forment lors de la fusion des métaux. Voilà. La consommation de flux est elle également réduite, puisque l'on ne va pas fluxer l'intégralité de la carte, mais uniquement les composants à braser. Il est à noter que la méthode la plus efficace, si on veut de la productivité pour les très grandes cadences, ça reste le brasage à la vague traditionnel, quand il est possible, mais que le brasage sélectif, lui, offre en résumé un bon compromis utilisable pour des petites séries comme des productions. Voilà, nous en avons donc terminé avec la présentation un petit peu théorique du brasage sélectif, comme première approche, assez générale, et nous vous proposons donc de vous présenter un équipement en situation. Nous allons donc faire une présentation des différents éléments qui composent l'équipement présenté aujourd'hui. Nous avons donc ici la caméra qui permet la reconnaissance des mires pour s'assurer que l'opérateur ait inséré la carte dans le bon sens. Nous avons là le fluxeur qui est un fluxeur de type drop jet qui permet la projection du flux en micro-gouttes. Nous avons là le pot d'alliage, souvent appelé pot de soudure, avec la buse de brasage,
qui intègre l'inertage, et nous avons ici cet équipement qui est équipé d'une platine de préchauffage supérieure ainsi que d'une platine de préchauffage inférieure, équipée d'éléments de type infrarouge pour le préchauffage. Nous avons là la caméra qui donne une vision directe à l'opérateur de la buse de brasage avec un retour sur le moniteur qui est ici. Normalement, nous avons une vitre qui a été retirée pour la présentation et nous avons ici l'extraction des fumées de soudure. Alors, nous poursuivons la présentation de l'équipement avec le panneau latéral où nous avons le réservoir d'alcool là pour l'auto-nettoyage du fluxeur et le réservoir de flux. Alors, en face avant, nous avons le clavier rétractable utilisé pour la programmation et en mode production, l'opérateur peut contrôler l'équipement uniquement avec les boutons latéraux. L'ensemble des panneaux sont modulaires avec une ouverture rapide, ce qui permet un accès à l'ensemble des organes, ce qui est indispensable pour la maintenance. Donc, en temps normal, nous avons la vitre. Donc là, voilà. Et donc l'ouverture est assurée par 2 vérins et un cran de sûreté qui se trouve ici. Reste à vous présenter le générateur d'azote alimenté en air comprimé et ici la cuve de stockage. Alors nous allons vous présenter le logiciel pour réaliser la carte test d'IFTEC, qui est la carte qui s'affiche, qui est une carte qui présente de nombreux cas de figure que l'on rencontre au quotidien avec des connecteurs ayant de forts plans de masse et des freins thermiques ou étant isolés. Donc quand on lance le logiciel, nous pouvons nous connecter en opérateur ou en administrateur comme nous le sommes actuellement. Nous sommes là dans le menu au démarrage des fonctions et des états de maintenance, comme la course de référence ou bien évidemment ici l'accès au statut des différentes entrées et sorties. Nous avons ici un menu unique pour l'ensemble de la calibration de l'équipement. Voilà. Et nous avons là le menu pour le suivi de la maintenance avec les opérations à effectuer et là les pièces à remplacer en fonction du temps d'utilisation. Ces rapports peuvent être exportés. C'est très important parce qu'un équipement bien entretenu permet une qualité constante du process. Donc, la navigation dans le logiciel s'effectue au travers des différents menus, onglets supérieurs qui regroupent de manière ergonomique les différentes fonctionnalités du logiciel. Nous avons donc un onglet production qui permet de contrôler physiquement l'équipement, notamment déplacer les axes, activer et désactiver les différentes fonctionnalités. Il permet également, comme son nom l'indique, de lancer et suivre l'avancement de la production. Donc, dans l'onglet ensuite projet, nous allons ici pouvoir configurer l'ensemble des paramètres de la production. Nous allons y revenir pour l'évoquer plus en détail un petit peu après. Nous avons donc ensuite ici l'onglet matériel qui permet de gérer sa bibliothèque de produits utilisés dans un projet et donc par exemple la référence du flux utilisé, l'alliage utilisé ou encore le diamètre de la buse qui est utilisé. Nous avons ensuite l'onglet paramètres qui permet ici en mode administrateur de visualiser et modifier les paramètres si nécessaire. Et ensuite nous avons le menu de gestion des logs. Désolé, il y a quelques latences sur la rediffusion des images. Voilà. Donc ce menu nous permet de tracer les opérations effectuées sur l'équipement et de gérer l'ensemble des utilisateurs et des droits. Nous allons donc présenter la création d'un projet et des paramètres. Nous repartons donc d'un nouveau projet. Voilà, donc on ferme le projet existant. Nous nous retrouvons donc avec notre image, donc qui est l'image du PCB de la carte test IFTEC sur laquelle nous allons travailler. Voilà, je vous la présente rapidement. Voilà. Donc sur la partie gauche,
de l'écran, nous avons les paramètres généraux du projet par lesquels nous allons commencer. Nous avons donc en haut donc, le nom du projet, donc projet 1 que nous allons conserver. Et nous avons ensuite PCB Clearance. PCB Clearance, nous allons ici, en fin de compte, indiquer la hauteur qui est indisponible sous la carte. Donc la hauteur des composantes qui dépassent par rapport à la carte pour optimiser les déplacements machine. Donc ici on va mettre 15. Au niveau des paramètres de flux, on choisit donc le flux que l'on utilise, et au niveau des paramètres solder, donc brasure, nous choisissons donc l'alliage et la buse que nous allons utiliser. Ensuite nous avons dans les paramètres généraux, on est en buse 3 mm. Donc pour le préchauffage, nous pouvons choisir dans un premier temps le paramétrage de préchauffage supérieur. Donc nous allons entrer par exemple 5%, et ensuite nous choisissons les paramètres de préchauffage pour le préchauffage inférieur. Donc par exemple 3 secondes et 1 seconde d'activation. On choisit ensuite la température d'azote, de réglage de l'azote, donc 280 degrés, ainsi que le delta de température acceptable, donc 10 degrés. La température de l'alliage de 190 degrés et également le delta de température, ici 10 degrés. Il est important que l'azote soit réchauffé pour ne pas refroidir la vague d'alliage, et on chauffe au-delà de la température du liquide l'alliage pour s'assurer qu'il ait une inertie thermique suffisante pour braser. Voilà. Ensuite, on choisit, on a le paramètre Working RPM et Idle RPM, donc ce sont la vitesse de rotation de la pompe en fonctionnement et au ralenti, qui sont des valeurs déterminées préalablement si on n'utilise pas la fonction autocalibration. Nous avons ensuite donc la fonction d'autocalibration qui permet le réglage automatique de la hauteur de la vague, et on choisit donc la fréquence de calibration, toutes les cartes ou pas. Et ensuite Fiducial Check Cycle, qui est la fréquence, qui est l'activation ou non de l'utilisation des mires. Et Auto Home. Ensuite, nous passons sur la préparation de l'image importée. Nous commençons par définir l'origine sur l'image, qui correspond donc au bord de la carte. Voilà. Et ensuite, très simplement, on va dessiner sur l'image les zones à fluxer et les zones à braser. Donc je choisis à droite la fonction dessiner fluxer. Et ensuite, sur l'image, on clique tout simplement pour dessiner, voilà, soit une bande pour fluxer en continu, soit des points pour fluxer en point par point. Cela dépend du clic droit ou du clic gauche de la souris. Ensuite, on vient masquer à droite les zones à fluxer et on sélectionne l'outil de dessin des zones à braser. Et là, pareil, on vient simplement dessiner soit une bande à braser. On va faire une bande, soit on vient dessiner des points distants pour un brasage point par point. On peut faire ensuite apparaître ou disparaître les zones à braser ou à fluxer pour plus de lisibilité. On peut ensuite, bien sûr, éditer les zones à tracer pour appliquer des paramètres spécifiques à chacun des points dessinés. Pour changer par exemple la vitesse, la distance à la vague, le temps de brasage. Ici on va mettre 10 par exemple pour diminuer la vitesse. Nous allons paramétrer maintenant la position des mires qui permettent de reconnaître la position de la carte sur l'équipement. Donc on positionne d'abord la première, voilà, et ensuite la seconde. Donc on choisit 2 points idéalement aux extrémités. Désolé pour la latence. Voilà.
faut maintenant faire le lien entre les mires renseignées sur le programme et les mires physiques de la carte. Alors pour cela, nous effectuons une capture d'image. Nous devons donc déplacer la carte pour que la mire se situe dans le champ de la caméra. Donc je déplace la carte pour m'aligner avec la mire. Donc voilà, un petit peu de latence, désolé. Pour cela, j'utilise les commandes de déplacement de la table qui se trouvent en bas à gauche. Et je cherche la mire correspondante. La voilà. Donc je m'aligne dessus. Comme ceci. Et ensuite je vais venir positionner, capturer l'image et ensuite positionner la mire directement sur l'image capturée. Comme ceci. Voilà. Donc là, nous validons. Et nous allons pouvoir passer. Donc on voit qu'on a bien validé dans l'encadré en haut à gauche. La reconnaissance est entourée en jaune. La mire est entourée en jaune. Donc la mire a bien été reconnue. Et donc nous faisons la même chose pour la deuxième mire. Donc je déplace de nouveau la carte pour trouver ma seconde mire. Donc, toujours à l'aide des commandes qui se situent en bas à gauche. Donc la voilà. Je me positionne à peu près au-dessus de la mire avant de capturer une nouvelle image. Voilà. Donc là, je capture la nouvelle image de la mire, donc de la seconde mire. Et là, on était bien positionné, elle est bien entièrement reconnue, on le voit bien en haut à gauche. Donc voilà pour le paramétrage d'un projet, et nous allons maintenant passer à la production. Pour cela, nous allons commencer par lancer une course de référence sur l'équipement. Voilà. L'équipement là est en train de faire sa course de référence pour contrôler le zéro machine avant de lancer une production, et elle va effectuer une calibration automatique de la hauteur de la vague afin d'assurer la bonne hauteur. Voilà. Quand la vague vient en contact du capteur, la hauteur est validée. Donc nous allons régler le cadre au format de la carte. Pour ceci, on prend donc une carte vierge idéalement pour régler tout simplement le cadre, comme ceci. Et ensuite, on vient placer dessus directement la carte avec les composants abrasés. Ils ont juste été placés. Donc sur le cadre, on vient verrouiller la carte en place et ensuite on insère directement le cadre dans l'équipement. On lance tout simplement la production avec le bouton dédié et la machine commence par effectuer le contrôle des mires pour s'assurer du bon positionnement de la carte. Voilà, c'est validé. Et là, voilà, on part sur le fluxage. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser sur votre écran, mais la partie à droite, donc le fluxeur est actuellement en train de fluxer de manière très précise les zones qui sont marquées donc dans le programme que l'on avait préparé, qui était un peu plus complet avant la démo. On peut voir sur l'écran, donc suivre l'avancement du fluxage. Et on aperçoit en parallèle
le préchauffage qui a commencé, c'est le préchauffage sur le dessus de la carte qui permet de monter tranquillement en température la carte et les composants, ce qui va permettre d'activer le flux. Donc une fois que le fluxage est terminé, on part au préchauffage. Donc là on a choisi un préchauffage qui est relativement court. Voilà. Et donc là on a choisi également au ralenti de se déplacer pour que vous ayez le temps de visualiser l'opération. Après le préchauffage, la carte se dirige vers le premier point à braser, tout en continuant donc le préchauffage sur le dessus pour maintenir la carte à température, pour que l'ensemble des composants ne refroidissent pas avant d'être brasés. Donc là, le brasage commence. On est sur un premier brasage en brasage drag. Donc on vient braser l'ensemble des composants et on voit bien que l'intérêt du brasage là, c'est qu'on était entre deux vis. Donc c'était dans un emplacement assez exigu et le brasage sélectif vient permettre de braser sans être en contact des composants aux alentours. Et là, on est en brasage donc point par point, ce qui permet également de venir braser uniquement les pattes des composants sélectionnés. Voilà, donc je vous laisse regarder l'opération. Donc là, il faut noter que les mouvements inactifs, donc les mouvements de déplacement lorsque la machine n'est pas en train de braser, sont assez lents. C'est tout simplement, les paramètres sont réglables, mais on a décidé pour la démonstration de mettre des déplacements assez lents pour vous permettre de visualiser plus facilement. Donc bien entendu, on n'a pas fait l'intégralité de la carte, ce serait beaucoup trop long pour la démonstration. On vous a mis uniquement un échantillon de différents types de connecteurs. Voilà, la carte est terminée. On a choisi dans notre programme de faire une course de référence à la fin de l'opération. Donc là, elle est en train de l'effectuer. Et dès que c'est terminé, on peut récupérer la carte parce que l'équipement se met en position de déchargement. Voilà. Donc je récupère la carte. Et voilà le résultat. Donc vous pouvez voir le résultat des joints brasés. Donc la carte n'est pas encore nettoyée, donc on voit les traces notamment du flux. Donc après cela, il suffit de nettoyer pour obtenir un brasage, une carte parfaitement propre.
braser parfaitement. Donc nous allons donc passer à vos questions. Je laisse Bruno nous poser la première question que vous avez posée. Dimensionnel, quelles sont les limitations sur le PCB? Alors, si on parle des dimensions du PCB que peut prendre cet équipement, on va être sur une taille minimum de 50 par 50 et en taille maximale, ça va être 260 par 350 mm. Je ne sais pas si ça répond à la question, sinon il ne faut pas hésiter à reposer un complément de question. Et après, il faut savoir qu'il y a des machines qui sont de taille beaucoup plus importante, donc les formats après peuvent être beaucoup plus grands, à plus de 500 mm. Il y a une deuxième question. Y a-t-il un moyen de procéder au brasage de plusieurs cartes, de programmer la machine pour l'automatiser? Oui, alors on peut effectivement programmer plusieurs cartes. Alors il faut distinguer si on est sur le même design ou sur deux designs différents. Si on est sur le même design, il y a tout simplement une fonction de panélisation. Donc on va panéliser la carte et quand on va l'insérer, donc on fait le programme panélisé, le programme est répété, on insère la carte et bon là il n'y a pas de souci particulier. Maintenant si c'est des cartes différentes, de différents designs, la solution la plus facile à faire, c'est de faire tout simplement un cadre porteur adapté pour positionner les cartes toujours au même endroit. Et à ce moment-là, il est possible d'avoir deux cartes au design différent dans un même programme, sur la même machine, sur le même cycle de production. Voilà. Quelle zone d'exclusion entre composants traversants et les CMS les plus proches? Alors, j'y réponds. Les zones d'exclusion, ça va dépendre déjà de la buse utilisée. Plus on a une buse importante, plus la zone d'exclusion à conserver va être importante. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a est-ce que l'on veut utiliser ou non un masque de protection. Si on utilise un masque de protection, donc comme en vague traditionnelle, on va pouvoir masquer les CMS et dans ce cas, la buse va pouvoir passer beaucoup plus proche des pins. Sinon, il faut se référer donc à la doc de la machine parce que pour chaque machine, on va avoir des zones, une valeur différente. Pour chaque buse, une valeur différente. On va être en général à peu près au diamètre de la buse utilisée. Comment détermine-t-on les paramètres de brasage, vitesse de déplacement et temps de brasure? Je vais peut-être laisser Michael répondre à une petite question. Je vais répondre à ça. Les paramètres de brasage, comme toute vague sélective ou tout type de brasage, vont être définis d'une part, il y a le flux qui va jouer, qui va définir vos températures de fin de préchauffe, évidemment, en sortie de préchauffe. Et ensuite, le brasage, vous allez adapter les temps de contact, comme tout système de brasage, le plus court possible, évidemment, pour ne pas abîmer ou autre chose autour de la carte. Et vous allez régler les paramètres de brasage, ça va se situer 3 secondes maximum. On évite de dépasser les 5 secondes en contact, mais à partir du flux et la qualité souhaitée aussi, puisqu'il faut évidemment remonter, il faudra un temps nécessaire pour réaliser le brasage correct. Avec quoi faites-vous le nettoyage des cartes? Alors pour nettoyer les cartes, on va utiliser tout simplement un nettoyant de flux. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Ça va être soit dans un bain, ça peut être eau trempée ou frottée. Idéalement, un flux à base d'alcool isopropylique, normalement, fonctionne bien. Quel est le pas de composant minimum brasable sans création de court-circuit? Le pas minimum. Lorsqu'on est sur un procédé de brasage avec des pas assez fins, évidemment, sur du traversant, vous doutez bien que si on est en drag, on va être limité, si on fait du point par point, on va être limité par les anthrax. La buse risque peut-être d'aller dans la pine d'à côté, ce qui serait pas bon. Et si on est en drag, évidemment, pour décrocher l'alliage, plus le pas est serré,
plus on va être limite. En général, 1,27 c'est très bien en traversant, si on parle un peu à l'ancienne, et c'est pas mal. On peut descendre évidemment en gérant les paramètres, mais attention, le risque de pont évidemment va augmenter si vous rapprochez des traversants avec des pins très proches. Quelle est la taille minimale en épaisseur pour le circuit imprimé? Alors, la taille minimale du PCB acceptable par la machine, c'est pareil, il faut définir si on veut utiliser ou non un outillage spécifique. Sans outillage spécifique, sur du 16 dixième, on n'aura aucun souci. Sinon, on peut toujours ensuite utiliser des cadres avec des supports pour descendre même sur du 0,4 sans aucun problème. Et dans ce cas, on va juste rajouter un support qui va venir rigidifier le PCB. Il faut savoir que sur le brasage sélectif, si le PCB flambe légèrement, on parle vraiment de légèrement, ce n'est pas un point qui est aussi critique que sur des process comme de la sérigraphie ou ce genre d'application. Comment choisir la taille de la buse par rapport à la taille de la pastille du composant traversant à souder? Je te laisse répondre, tu veux que je réponde? Oui, je vais y aller. Si tu veux, Alexis. T'en prie. Pour le choix de la taille de la buse, évidemment adapté au diamètre de la pine du composant, ça va de soi, mais je rebondis en même temps sur l'histoire d'Anthrax, hein, le diamètre de la buse, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut surtout pas qu'il vienne impacter la pine d'à côté. Donc il faut trouver le bon diamètre qui permette d'avoir le bon contact, d'apporter assez de température pour réaliser le brasage sur la pastille. Il faut éviter que l'alliage vienne en contact hors pastille. Donc il faut essayer de trouver le bon dimensionnement pour amener assez de température pour réaliser le brasage. Mais j'ai pas de règles comme ça à vous fournir, évidemment. Il faut travailler dessus. Il y aura juste un petit complément par rapport à l'usage de la machine. Ce que je rajouterai, c'est que le choix de la buse va aussi être défini par le nombre de composants à braser sur la machine. C'est-à-dire que si on a beaucoup de composants, on va peut-être essayer de favoriser une buse plus large pour gagner en productivité. Donc après, ça va aussi dépendre des contraintes de production que l'on a par ailleurs. Quelle est la teneur d'azote recommandée ou quel taux ppm? Alors, la teneur en azote que l'on recommande, c'est 99,98% minimum pour assurer vraiment une saturation parfaite, donc pas d'oxygène pour éviter l'oxydation. D'accord. Une autre question? Oui, à partir de quelle distance le flambage de la carte devient problématique? C'est peut-être... Alors, oui, tu peux parler. Vas-y, je t'en prie. Le flambage de la carte va impacter, si vraiment il est important, évidemment, ça va changer nos paramètres, puisque si on a paramétré avec une buse à tel niveau, avec une hauteur, une puissance de pompe qui permet d'avoir un niveau d'alliage à un certain niveau, si le flambage de carte est trop important, n'a pas été bloqué par un cadre ou autre chose, comme disait Alexis, un support, évidemment que ça risque de poser souci. À partir de combien je ne vais pas chiffrer ça comme ça, il faut voir à la carte, évidemment, en fonction des résultats de brasage derrière. Mais pour donner une petite valeur, s'il faut vraiment vous donner une valeur, sur une carte qui va faire 360, 1 mm de flambage au centre, normalement, si le système est bien réglé, on devrait pouvoir avoir un brasage satisfaisant. Mais encore une fois, comme a dit Mickaël, on ne peut pas donner de valeur absolue, ça dépend de chaque cas. Existe-t-il des astuces liées à l'utilisation de certains matériaux pour éviter l'accroche des soudures à des endroits non désirés? Par exemple, utilisation de vis inox. Alors, là-dessus, moi déjà, le premier conseil que je donnerais, la première remarque que j'ai, c'est que le brasage sélectif, justement l'intérêt du brasage sélectif, contrairement au brasage à la vague où ce souci se pose beaucoup plus souvent et pour lequel on peut par exemple utiliser du Kapton pour protéger certains éléments, en brasage sélectif, on va venir braser que les éléments que l'on veut braser. Donc normalement, ce problème se pose beaucoup moins. L'une des solutions que l'on peut utiliser, c'est notamment justement l'utilisation de Kapton pour venir couvrir. Après, sur les matériaux à proprement parler, j'ai pas forcément, moi, de conseils particuliers. En effet, l'idée derrière, c'est si on a un système de vissage, une visserie en inox, évidemment que l'alliage ne va pas accrocher dessus, mais quand on fait du brasage, et c'est vrai pour tout,
on n'est pas censé venir mettre de l'alliage là où il n'y en a pas besoin. Donc si on peut l'éviter, c'est encore mieux. Et après, il faut se rattraper sur des systèmes de masquage, soit par cadre, soit par capton, comme disait Alexis, ou encore des produits qui permettent de masquer, qui s'enlèveront du pelable, hein, une sorte de pelable. Mais l'idée n'est pas de venir forcément au contact sur l'inox non plus. Quel flux faut-il utiliser? Je peux y aller, moi je peux faire le process. On fait les deux. Voilà. Voilà. Je te laisse commencer, je continuerai. D'un point de vue process, le flux, si vous en avez le choix, il faut aller vers un flux évidemment qui va réaliser la fonction, qui risque pas de laisser trop de contaminants sur votre carte. Il faut aller faire un flux léger, un ROL0 par exemple. Ce sera très bien si ça suffit à satisfaire le besoin. C'est le premier critère de choix. Il faut qu'il fasse le job. Après, si pour faire le job, le travail, il faut un flux un peu plus actif, faudra penser à avoir un système de nettoyage derrière parce qu'on risque de laisser des contaminants. Le flux, il en faut. Moins on en met, mieux c'est. Moins il y a de contaminants en résidus, mieux c'est. Donc évidemment, du côté process, c'est ça qui va définir le flux. En fonction aussi de la caractéristique thermique de votre carte. Donc il faudra adapter ce flux-là en fonction de ses caractéristiques. À voir en suivant ce que vous avez besoin de faire. Et côté technique pour la machine, pour l'utilisation sur la machine, alors ça va dépendre du type de fluxage utilisé, si on est au trempé ou si on est en drop jet. Habituellement, on est davantage sur du drop jet, sur du brasage sélectif. Il faut avoir en tête qu'un drop jet, le diamètre intérieur de la buse, on est sur de l'ordre de 25 microns. Donc il va falloir favoriser un flux qui est le plus liquide possible, avec le moins de résine dedans, pour éviter que, les particules ne soient trop grosses et bouchent la buse, et deux, que ce soit trop, on va dire, collant, et que ça colmate la buse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important de nettoyer le fluxeur tous les jours, quotidiennement, après avec, par exemple, l'alcool isopropylique, pour permettre de le conserver fonctionnel. Quelle méthode de fluxage est le plus performant, le drop jet ou le trempé? Alors, traditionnellement, on va utiliser donc le drop jet sur le brasage sélectif, comme je le disais. C'est celui qui est le plus pertinent par rapport à la technologie, parce qu'on va ne venir déposer du flux que sur les pastilles, les composants à braser. Et c'est bien là l'objectif de cette technologie. Après, pour certaines applications, il peut être plus judicieux d'utiliser le trempé. Donc concrètement, c'est une petite fontaine de flux et on va venir passer les pattes des composants dans cette petite fontaine. Et là, c'est vraiment pour des applications assez spécifiques. Ça va être notamment sur des bobinages de puissance où on a besoin que le flux reste en contact un certain temps pour attaquer, favoriser le mouillage avec favoriser le mouillage derrière. Quelle hauteur de composants CMS maximum peut-on avoir en bottom derrière un cache? Je pense que ça rejoint la question qu'elle a répondu Alexis sur les distances, hein, évidemment. La distance, elle est donnée par la hauteur de notre buse sur le pot, comme vous l'avez pu voir dans la vidéo. Il faut se rattraper sur les caractéristiques techniques dans la doc technique de la machine pour voir cette hauteur qui est, vous avez vu, la buse elle sort assez bien, donc il y a quand même une certaine distance. Donc on peut se permettre des choses. Quel est le temps combien de temps faut-il pour braser la carte qu'on a utilisée en totalité? Temps estimé? Là, on était en temps réel au niveau du brasage de la carte qui est juste ici. Hop là, je me permets juste de la prendre. Donc cette carte-là, sur laquelle... Tout simplement parce que si on avait fait la carte dans sa totalité, ça dépendrait. Donc là, le temps, faudrait qu'on regarde sur la vidéo exactement le temps que l'on a mis. Le temps va vraiment dépendre en fait du nombre de composants, tout simplement. Donc là, on va être sur une dizaine de minutes pour une carte entièrement peuplée comme celle-ci. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, ça dépend du type de composant, de l'inertie thermique de la carte, etc. La prise de mire sert juste à la vérification du sens de la carte ou la repositionne aussi pour le brasage?
Alors ça dépend des équipements. Sur un équipement hors ligne comme celui-ci, on n'a pas besoin du positionnement des mires dans l'absolu, parce qu'en fait la carte est montée sur le support, toujours au même endroit dans la machine. Donc de ce point de vue-là, on a déjà la précision. Les mires vont juste permettre de s'assurer du coup que la carte est effectivement bien sur cette bonne position, ou sinon elle demandera à ce qu'on repositionne la carte, mais ça veut dire qu'il y a eu une erreur de manipulation, et ça permet d'être utilisé comme un détrompeur pour s'assurer qu'on n'ait pas mis la carte dans le mauvais sens. Ça, c'est la première chose. Sur un équipement en ligne, par contre, là, effectivement, ça va avoir comme fonctionnalité de caler tout simplement le process de brasage derrière en fonction des mires. Quel type de fichier doit-on utiliser pour l'importation de la carte? Alors, comme la plupart des systèmes de brasage sélectif actuellement sur le marché, le plus simple, c'est un fichier en JPEG, pour notre cas en 300 dpi, que l'on peut tout simplement réaliser en utilisant un scanner de bureau traditionnel, conventionnel. Et ensuite, si on souhaite ne pas avoir à scanner et avoir vraiment une image, on va dire, parfaite, sans les défauts d'un scanner, dans ce cas, on peut partir directement du fichier Gerber. On va le convertir via un petit logiciel qui va nous permettre d'en extraire une image, toujours une image, donc en JPEG, 300 dpi, que l'on importera et qui du coup sera vraiment sans défaut comme le reflet de la CAO parfait, quoi. Existe-t-il un référentiel IPC concernant le process de vague sélective? Je laisse le spécialiste. Merci. En termes de référentiel IPC, en termes de standard IPC, non, le résultat, c'est un assemblage électronique, donc on se raccroche à l'IPC A610, dans sa version H dernièrement. Donc on va reprendre les critères des traversants, et si on a une carte avec des trous métallisés ou non métallisés, on trouvera les critères, chapitre 7 dans l'IPC A610. Non, il n'y a pas d'IPC propre à la vague sélective ou au brasage sélectif. Voilà. Pour faire le parallèle avec le CMS, quand on parle de brasage intrusif, de pin in pest, c'est également dans la 610. Donc il n'y a pas d'IPC dérivé pour ça. Comment choisir la température du pot de soudure? Alors pour le pot de brasure, bon, comme je disais tout à l'heure également, lorsqu'on fait un procédé de brasage, on amène à température les parties assemblées souhaitées au-dessus du point de fusion de l'alliage qu'on utilise. Donc il faut déjà dépasser ce point de fusion avec le pot, évidemment. Ça met l'alliage en fusion, mais sur un procédé de vague, en plus, on amène la température nécessaire à chauffer les éléments, justement. Donc vous sortez de préchauffe inférieure à 150 degrés. Pour l'activation du flux, vous arrivez sur le pot, il faut amener le reste. Si vous êtes en sans-plomb, 217 degrés, le point de fusion, il faut monter largement au-dessus. On sait très bien que 60 degrés au-dessus du point de fusion, ça n'améliorera plus la mouillabilité. Ça ne sert à rien d'aller au-dessus, donc ça donne le max. Par contre, on se cale minimum à 30 degrés au-dessus du point de fusion et c'est parfait. Donc pour le brasage sélectif, on va encore au-dessus parce qu'évidemment, il y a la hauteur de la buse où il faut tout le temps avoir la température nécessaire sur la buse. C'est pour ça qu'on a des températures qui peuvent s'approcher des 300 degrés, 280, 290 degrés. Voilà. À quelle longueur faut-il couper les composants pour le brasage? Vas-y, je te laisse répondre. Pour la longueur des composants, évidemment, il faut le moins long possible, j'ai envie de dire. Bon, je vais me raccrocher à l'IPC, encore une fois, qui nous dit des choses quand même pas mal là-dessus. Le minimum de dépassement de pâte, c'est qu'on distingue la pâte dans la brasure après le brasage. Et le maximum, si on se base en classe 3, la haute fiabilité, on va être à 1,5 mm maximum. L'avantage d'avoir des pâtes assez courtes, surtout quand on fait du drag soldering sur ce genre de machine, c'est qu'on va éviter la formation de pont, on va minimiser cette formation de pont puisqu'on va décrocher l'alliage plus facilement. De plus, ça permet d'approcher la buse au plus proche et d'éviter d'avoir des vitesses de pompe assez violentes. Donc en point par point, bon, on peut avoir une pine plus longue, évidemment, ça permettra d'apporter plus de chaleur. Mais se caler à 1,5 mm maximum, c'est pas mal. Est-ce qu'il reste des questions? Il reste une dernière. Comment changer la buse? Comment changer la buse? Écoutez, Franck, tu peux... le changement de la buse, donc on va vous passer une petite vidéo qu'on a fait préalablement, qui vous montre tout simplement l'opération qui est assez simple. Pour remplacer la buse, le plus important surtout, c'est de bien la chauffer, la mouiller,
pour s'assurer qu'elle monte en température et qu'elle ne soit pas froide, parce que si on la met directement à froid sur le pot de soudure, le risque c'est que l'étain tout simplement se bloque, enfin l'étain, c'est pas forcément que de l'étain, mais que l'alliage pardon se fige à l'intérieur de la buse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a plus de questions. Très bien. Eh bien, écoutez, nous vous remercions de nous avoir suivis pour ce webinaire sur le brasage sélectif. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions et de vos attentes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les communiquer par email. Et je remercie très chaleureusement Michael et IFTech de nous avoir accueillis aujourd'hui à IFTech pour ce webinaire. Une dernière petite question? Oui. C'est toujours comme ça. Quelle est la fréquence de la maintenance? La fréquence de la maintenance, très bonne question. La fréquence de la maintenance va dépendre, alors ça dépend déjà des équipements. Si on est sur un équipement en ligne, hors ligne, c'est pas les mêmes. Et ensuite, il y a des maintenances périodiques qui vont dépendre d'une part du temps d'utilisation et d'autre part uniquement du temps. C'est-à-dire que par exemple, il y a les maintenances quotidiennes. Tous les matins, quand on démarre un système, on doit nettoyer le pot de soudure. Je ne sais pas si Franck, tu peux passer la petite vidéo. Donc le nettoyage du pot de soudure, on va vous passer la vidéo. Ça, c'est une maintenance à faire quotidiennement pour retirer les scories. Ça se fait à l'aide tout simplement d'une spatule. Donc ça, c'est à faire tous les jours. Il y a également le nettoyage du fluxeur, comme on en parlait. Il y a des machines là, comme celle qu'on a aujourd'hui où la maintenance est intégrée. Donc ça prend que quelques secondes. Peut-être 1 ou 2 minutes, mais vraiment c'est très très rapide pour nettoyer le fluxeur. Donc sur les maintenances quotidiennes, on va dire il faut compter 15 minutes environ pour s'assurer de faire toutes les petites maintenances. Et ensuite, ça va dépendre donc énormément de la fréquence d'utilisation de l'équipement parce que en fonction du temps d'utilisation, cette machine a un système de management de la maintenance intégrée et émettra un pop-up tout simplement en fonction du nombre d'heures, par exemple, d'utilisation de la pompe, retendre la chaîne, etc., etc. Donc ça, s'il y en a qui ont des questions en particulier, on peut leur envoyer en détail le plan de maintenance avec les durées d'utilisation de chaque pièce. Je pense que ça répondra plus en détail à la question. Une autre question peut-être? Pour l'instant, plus de questions. Très bien. Donc, comme je vous le disais, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé. Je remercie encore une fois très chaleureusement IFTech et ses équipes pour leur accueil aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt sur un prochain événement.